Bienvenue à toutes et à tous sur Tous en Selle, le meilleur podcast vélo de tous les temps. Il n'y a pas de débat et de toute façon on n'est pas ouvert au débat. Retour du podcast après quelques semaines sans diffuser. Je suis en tête à tête avec l'homme qui préfère son vélo à ses parents, Tony Carandante. Ah, il a pas tort. Salut Jesse. Comment ça va? Bah ça va super bien. Écoute, un peu froid, il fait pas très beau à Nice, mais bon, ça va bien. Mais dans tous les cas, la saison cycliste a repris, alors tout va bien, tout va mieux. Début de saison dont on va un peu parler dans cette petite parenthèse d'information puisque Yes. l'Alula Tour a commencé. Tom Pidcock a remporté la deuxième étape, Tony, c'était il y a 1 heure désormais. Tom Pidcock qui a rejoint une nouvelle formation qui n'est plus à Ineos et qui donc ouvre son compteur cette saison. À voir avec le nombre de courses auxquelles il sera autorisé à participer, quel bilan il pourra avoir à la fin de la saison. Et sinon, la grosse actu aussi, Tony, c'est sur le tour Down Under, vu que Jonathan Narvaez a gagné la course devant, si je dis pas de bêtises, Finn Fisher-Black, qui a fait podium. Donc, c'est les deux grosses actus, les deux principales courses de ce début de saison, Tony. Mais aujourd'hui, on fait une émission spéciale. On fait une émission où on va revenir sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Tony, on va s'intéresser aux deux épreuves de cyclisme sur route. Yes. La course en ligne et le contre-la-montre. Deux épreuves remportées par un seul et même homme, Remco Evenepoel, le Belge évidemment. Et il faut rappeler avant tout ça, Tony, le contexte dans lequel il a disputé ses courses, puisque un homme devait être au rendez-vous, un homme devait être sur la ligne de départ. Il ne s'est pas présenté, Tadej Pogačar, qui avait fixé cet objectif. Tony, quel impact d'après toi cette décision a eu sur la course ? Bah sur la course en elle-même, aucune, parce que c'est pas très grave, c'est les coureurs qui font la course. Le fait qu'ils n'y soient pas, ça fait pas grand-chose. Mais peut-être sur le moral à la rigueur des coureurs, se dire qu'il n'y a pas Pogacar au départ, ça peut ça peut aider, notamment forcément Remco Evenepoel. Après, c'est normal. Je trouve qu'il y a eu une énorme polémique sur le fait qu'il n'y soit pas allé. Moi, honnêtement, ça m'a pas plus choqué que ça. C'est un mec, il sort d'un Tour de France, d'un Giro, etc. Il faut lui laisser un peu de repos. Il peut pas non plus, voilà. En plus, il venait d'être sacré champion du monde Il avait gagné le Tour de France juste avant. juste avant, etc. Ouais. Et se concentrer pour les championnats du monde. Il se concentrait pour le championnat du monde. Donc finalement, il a bien fait. Donc non. Ça n'a pas changé grand-chose dans l'absolu. Juste, il n'y avait pas le numéro 1, le vrai numéro 1. Et en plus, pour beaucoup, cette décision, elle était liée aussi au refus de la sélection slovène de ne pas aligner sa compagne. C'est ça. Donc pour beaucoup, c'était une des raisons qui ont poussé Pogacar à ne pas s'aligner sur cette course. Dans tous les cas, ça a fait le bonheur de quelqu'un qui s'appelle Remco Evenepoel sur la première course, parce que dans l'ordre, c'était le contre-la-montre puis la course en ligne. Il a écœuré, comme à son habitude. Filippo Ganna a fini deuxième à 14 secondes derrière Remco Evenepoel. Et le troisième, c'est son compatriote, c'est Wout van Aert, le Belge, 25 secondes. Il avait fait une vraie belle prestation, Wout van Aert. Bon, malheureusement, c'est vrai que derrière, il a encore chuté sur la Vuelta. Tony, toi, que penses-tu de ce résultat? Que penses-tu de ce trio? Il y avait Joshua Tarling qui était pressenti grand favori, qui finit quatrième, qui a un peu flanché sur la fin de la course. Toi, cette course, est-ce que tu la vois comme un résultat logique ou pas forcément? Non, moi je la vois comme un résultat totalement logique. On a eu les meilleurs aux 3-4 premières places, c'est normal. Après, honnêtement, je mettais pas Remco Evenepoel premier dans mes pronostics, si je me souviens bien, je mettais surtout Ganna. Ganna, il a fait pas mal de petites erreurs, il a failli notamment se tuer, il a failli faire une chute énorme en ligne droite en plus. Donc pas mal de petites erreurs qui lui ont fait perdre énormément de temps, et quand je vois qu'il termine à 14 secondes, je me dis... parce qu'il y avait eu des conditions assez dantesques, si il n'avait pas fait toutes ces erreurs, s'il n'y avait pas eu une météo aussi catastrophique, je me dis il aurait peut-être pu tirer son épingle du jeu et devenir champion olympique. Après, voilà. Evenepoel, il savait très bien pourquoi il s'alignait, donc il a réussi son pari en quelque sorte. Je suis d'accord avec toi, Ganna a fait une grosse prestation. Il s'était déjà croisé l'année dernière sur les championnats du monde de chrono et Remco avait encore gagné. C'est ça. D'ailleurs, même sur les championnats 2024, c'est encore Remco qui a gagné. Donc c'est pas la première fois que le duel tourne à l'avantage de Remco. Remco aussi, là où il avait un avantage, je pense, c'était qu'il a fait 2 contre-la-montre sur le Tour de France, que le premier le gagne. Et le deuxième, il fait 2 ou 3, c'est ça, derrière Vingegaard et derrière Pogacar. Ouais. Donc il avait aussi des contre-la-montre dans les jambes, dans les pattes, et je pense que ça explique complètement ce résultat. Donc Remco fait un premier sacre, on se dit c'est déjà énorme, mais Remco Evenepoel n'est pas qu'un coureur qui fait le contre-la-montre, c'est un coureur aligné sur la course en ligne. Et là, c'était
une dinguerie, on peut le dire, cette course. Mais, Tony, déjà juste l'ambiance de la course des JO, est-ce que tu Dieu, t'en rappelles? mon Dieu, mais bien sûr, je m'en souviens. Pour moi, je travaillais à TV Monaco. Pour moi, on faisait un petit tour de l'open space pour savoir quelle était l'image des JO selon nous. Moi, j'ai dit sans aucun doute Montmartre, noir de monde. Noir de monde avec notamment j'ai une photo en particulier dans ma tête qui me revient où on voit Valentin Madouas pris en contre-plongée avec derrière lui Montmartre en train de l'encourager comme jamais, donc ça c'était pour moi une image assez exceptionnelle. Et puis c'est Paris dans toute sa splendeur, c'est les plus beaux endroits de Paris. Il y a notamment pas mal de vidéos sur les réseaux qui remontent l'attaque de Van Der Poel parce que c'est lui qui a mis les feux aux poudres dans une montée juste avant Montmartre où on voit vraiment deux rangées de personnes hyper dense, et ça c'est le vrai cyclisme que j'aime, et voilà, c'est ce qu'il faudrait le plus montrer d'ailleurs. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Montmartre, c'est un endroit où les organisateurs du Tour de France veulent repasser. Ça dès m'étonne cette pas, année. ça m'étonne pas, Et c'était énorme. peut-être ça deviendrait une nouvelle tradition d'ailleurs, hein, parce que l'ambiance qu'il y avait eu là-bas, Non. c'était historique. Après, est-ce qu'ils vont réussir à recréer 2 fois de suite la même ambiance? Je sais pas, parce qu'en fait, je te coupe, excuse-moi, mais on a eu une course sur route, en tout cas, en ligne, assez exceptionnelle. On a eu pas mal d'images hyper fortes. Ouais. Donc, je te disais tout à l'heure, Madouas à Montmartre, l'attaque de Van Der Poel. On a eu aussi la chute que tout le monde n'a pas vue, mais de Van Aert. Van Aert était tombé Oui. à quelques kilomètres de l'arrivée. On a eu surtout cette arrivée mythique. Mais plus que mythique, cette arrivée qui restera gravée, je pense, dans les livres d'histoire à la catégorie sport, de Remco Evenepoel au pied de la Tour Eiffel, qui fait sa célébration avec le téléphone. Je trouve que c'était la plus belle, pour moi, célébration de l'année 2024. Et je ne me prononce pas trop, mais c'est une des plus belles célébrations que j'ai vues, en tout cas, dans le cyclisme. On peut faire ce qu'on appelle dans le cinéma un callback, un petit rappel, vu que cette année, Mathieu Van Der Poel a récemment gagné en cyclocross et a fait la célébration de Remco à sa demande le jour de son anniversaire. Exactement. Donc c'est aussi la preuve. Un clin d'œil de champion, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, Bah, complètement. Et c'est vrai que c'était complètement dingue. On parlait donc de cette ambiance. Yes. On va dire que sur le contre-la-montre, en plus, on avait, nous, Français, peu d'espoir de victoire. Quasiment aucune, honnêtement. Par contre, sur la course, avec Valentin Madouas, on y a cru. Remco part à 38 km tout rond, tout pile de l'arrivée. Il est revenu sur un groupe de tête et le seul à pouvoir suivre à ce moment-là, c'est Valentin Madouas. À 15 km, alors que Madouas est encore dans les roues, Remco met une attaque et dépose malheureusement le Français. On a cru aussi peut-être que Remco allait finalement perdre, puisque je te rappelle qu'il y a eu aussi une crevaison, où on voit Remco insulter, gueuler sur son staff. À 2 km de l'arrivée, on voit Remco... Alors qu'il a fait le plus dur. Mais oui, clairement. Et même s'il y avait une minute à peu près, je crois, d'écart avec Madouas à ce moment-là, on se dit que si son staff était lent, ça aurait pu vraiment avoir un impact sur la fin de la course. Heureusement. Mais là, il faut se mettre à la place du staff. La pression, mais je pense que... Une situation énorme. Ouais. Ah oui, complètement. Et Remco s'est donc imposé. Et on a eu la chance, en tant que Français, d'avoir Valentin Madouas et Christophe Laporte sur le podium. Tony, quel souvenir donc toi tu as de cette course, de ce moment de ces JO? Du côté français, pour moi, je me suis pas fait d'illusions. Je savais très bien que Madouas n'allait pas gagner. Pourquoi ? Parce que il était déjà à 300% quand Remco Evenepoel est parti la première fois. Je savais qu'il pouvait pas tenir longtemps, donc la question à se poser, c'était combien de temps il va rester dans sa roue. On a eu la réponse assez vite, mais moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il arrive à résister comme ça au peloton, à être en chasse-patate derrière Remco. Ça, c'était assez exceptionnel parce que c'est un mec, il avait du lactique dans les jambes, il en pouvait plus, ça faisait déjà un petit moment. Et derrière, c'est pas des peintres, quoi. C'est du Van Der Poel, c'est du Christophe Laporte. Voilà, c'était des gros noms. Et au final, ils font 2 et 3. Donc, bilan pour Vauclair assez positif. Donc, sachant que lui, il misait sur Julien Alaphilippe qui était présent dans la sélection, qui n'a pas du tout donné satisfaction, une fois de plus, malheureusement, en équipe de France. Et c'est vrai que tu parles de ça à très juste titre. Derrière, il y avait un énorme groupe avec Laporte, Van Der Poel. Il fallait pas les laisser revenir. Et je sais pas comment il a réussi à se surpasser. Il a justement peut-être pris conseil sur Julien à sa grande époque quand il partait d'aussi loin et qu'il disait c'est dans le mental. Mais Madouas, c'est littéralement énorme. Et même pour la perf de Christophe Laporte, finir sur le podium, alors que lui, il devait à la fois gérer le groupe, ne pas prendre de relais parce qu'il savait que s'il y avait un mec devant, bien sûr, sur son compatriote. En même temps, il devait suivre les attaques, les petites. C'était un vrai travail stratégique. Et on a eu une équipe de France qui a été énorme. Et moi, Tony, maintenant, j'ai envie de lancer un débat. Et tu en as parlé à juste titre. Valentin Madouas,
on a compris qu'il n'était pas capable de gagner parce que Remco était au-dessus. Pourtant, dans Ouais. cette course, il y avait Mathieu Van Der Poel. Ouais. Van Der Poel, on en a beaucoup parlé. Van Der Poel, c'est un homme de course d'un jour. C'est pas, il a même dit d'ailleurs qu'il aimait pas du tout faire le Tour de France, les courses à étapes, parce que c'est pas du tout fait pour lui. C'est un homme d'un jour. Remco, il a la chance d'avoir cette polyvalence, d'être présent en montagne, sur des contre-la-montre. Est-ce que, avec cette course-là, Remco Evenepoel est devenu le meilleur coureur sur une course d'un jour? Oui, après Pogacar. Tout simplement, voilà. Non, mais faut être lucide. Remco Evenepoel a tout d'un très très grand. Déjà fait énormément de choses, notamment chez les jeunes. Mais non, honnêtement, Remco n'est pas le meilleur sur une course d'un jour. Bah, tout simplement parce qu'il y en a devant lui, quoi. Il y en a devant lui. C'est un mec qui gère la pression assez bizarrement. Ouais, C'est-à-dire que mitigé. ouais, il tient pas la pression comme un mec, comme on revient toujours au même, je suis désolé, mais comme Pogacar quoi. Ouais. On le sent beaucoup plus à chaque fois nerveux. On l'a vu au championnat du monde, je me souviens. Oui. Il termine, je sais même plus s'il fait un top 10, je crois que si, mais il termine assez loin. Tu veux dire l'année où Van Der Poel gagne? Non, l'année où Pogacar Ah oui, gagne, oui, ouais. il était derrière, il voulait que tout le monde roule, sauf que bien évidemment, bon bref, Il s'agace très vite. il s'agace extrêmement vite et c'est ce qui fait que c'est pas peut-être le meilleur mec du monde sur un jour. Après, voilà. Et, pour moi, un coureur, un des meilleurs coureurs du monde, il doit s'aligner sur beaucoup de courses d'un jour, comme notamment Paris-Roubaix, par exemple, en l'occurrence. C'est vrai. Et je pense pas qu'il le fera malheureusement. Il le fera peut-être pas. Bon, après, voilà. Mais ça, c'est des courses d'un jour qui montrent que tu peux être le meilleur du monde ou pas. Bah, je suis d'accord avec toi. Sur la montagne, on a vu avec le Tour de France qu'il y a un véritable plafond qu'il a atteint. Ouais. Il y a une limite entre Remco et Pogacar et Vingegaard. Donc on a vu cette limite. Je me dis peut-être sur un jour à son meilleur niveau, si on reprend quand il gagne Liège-Bastogne-Liège ou autre, est-ce que tu penses pas qu'il peut aller battre un Pogacar, ou tu penses vraiment que même à son meilleur niveau sur une course d'un jour, Pogacar reste meilleur? Pogacar peut rester je vais dire très largement non, mais Pogacar restera meilleur. C'est un mec qui il absorbe l'effort, il encaisse la douleur d'une façon qu'on n'a jamais vue. Les chiffres le disent, de toute façon, hein, il avait partagé ces données il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Pogacar, il n'est pas invincible, on l'a vu Ouais. pas mal de fois. On n'est Pas jamais mal à de l'abri. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Le vélo, c'est une crevaison, une chute ou quoi que ce soit, et c'est terminé. Après, voilà. Et pour revenir tout à l'heure, j'avais fait une petite bêtise. Pogacar n'a jamais participé à Paris-Roubaix, certes, mais pour moi, même s'il venait à participer, ça m'étonnerait pas que. C'est clairement pas impossible qu'il le fasse d'ailleurs. Ouais, il y avait une interview où il disait en gros, c'est pas fait pour lui, mais voilà, le voir sur Paris-Roubaix, ça serait pas déconnant. Donc voilà. De toute façon, c'est l'histoire d'un homme où à chaque fois on lui disait c'est pas fait pour toi, et à chaque fois il finit par lever les bras. C'est ça, donc, exactement. maintenant, qu'est-ce qui n'est pas fait pour Tadej Pogacar? Ouais, c'est ça, il lui disait que c'était impossible, donc il l'a fait. C'est une citation qui résume à mon avis bien toute la carrière de notre ami. Moi, Après, revenons un ouais. peu au sujet initial, Moi, je reste Remco quand même- Evenepoel. Exactement. Moi, je reste peut-être que c'est parce que j'aime beaucoup trop Remco que quand Ouais. je l'ai vu exploser, j'étais en mode ça y est, on a la future grande star. Mais je pense quand même qu'à la régulière, c'est pas impossible qu'un jour ils finissent par l'avoir. Devant Alors, Je dis, Pogacar. ouais, je dis pas que ça Ouais, sera régulier ou autre, mais je pense que sur un Liège-Bastogne-Liège, peut-être un championnat du monde à l'avenir. Liège-Bastogne-Liège, c'est une course qu'il affectionne particulièrement. Hein. Il s'est jamais trompé dessus. Hein. Ce qui est dommage, c'est que le seul moment où je pense qu'on aurait pu avoir les deux à leur meilleur niveau, c'est le moment où Pogacar tombe et abandonne. Et c'était en 2023. C'est ça. Mais je pense sincèrement qu'il pourrait le faire un jour, et à quelques reprises. Alors je pense qu'au long terme, c'est Pogacar qui sera forcément au-dessus dans ce duel. Ok. Mais moi, je crois en Remco. Je crois en Remco et je pense qu'il a la possibilité. Puis, comme ses chutes l'ont beaucoup conditionné, on ne saura jamais aussi quel sera son vrai niveau maximum. Si quand il chute en 2020, ça l'a pas conditionné et qu'il atteindra jamais le niveau qu'il aurait pu avoir. Ça, c'est des questions, c'est que des on dit, des et si. Donc c'est vrai que c'est dommage. Mais je pense que même à son meilleur niveau actuel, moi je pense qu'il y a un monde où il peut retourner Pogacar. Déjà, cette année, je sais pas, ça va être peut-être un peu compliqué au vu de sa Ouais. chute. Ah, je pense que Faut c'est savoir qu'il y a eu pas mal de casses dans son corps. Mhm. C'est pas des blessures anodines, quoi. On parle de pneumothorax, on parle de côtes, si je me souviens bien, de mains, etc. Donc c'est des choses qu'il faut consolider, qu'il faut pas mal de temps pour régler. Voilà. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut se permettre quand en face de nous, on a un concurrent qui s'appelle Tadej
Pogacar. Eh bien, merci Tony, c'est la fin de ce débat. J'ai adoré parler de ça puisque La régalade. on avait des avis un peu différents. Bon, moi, je suis peut-être un peu trop stan de Remco, mais c'est toujours intéressant d'en parler. De toute façon, comme très souvent, c'est l'avenir qui nous dira ce qui se passera et Carrément. le vélo n'est pas une science exacte. Donc voilà. Totalement d'accord. Et Tony, maintenant, je te propose de passer au qui suis-je Allez, let's go. sur un coureur qui était aux Jeux Olympiques. Il a Ok. fini 20e Oula. aux Jeux Olympiques et il représentait le Danemark. Le Danemark, c'est sans doute Mats Petersen. Eh bien, il a déjà trouvé. Voilà, super. Et oui, le Danemark, grosse saison de notre ami Mats Petersen qui pour moi a fait une des saisons les plus remarquables. Il a été présent partout. Là où il m'a même le plus choqué, c'est que c'était sur le tour du Luxembourg ou de Belgique ou Benelux, je crois que c'était ça. Il gagne, je crois que sur 6 ou 5 étapes, il en a gagné 3, il en a laissé 2 à Jonathan Milan. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et puis il n'y a qu'à voir au Tour de France aussi. Hein. Voilà. J'allais dire en notre indice 2 fois vainqueur du Gand-Wevelgem et évidemment champion du monde en 2019. Bon bah Tony a tué le suspense. Ah bah écoute, Un partout après Jonathan Milan la dernière fois. Yes, carrément. 2 coureurs en plus de Lidl Trek. Ah bah oui, mais deux gros sprinters surtout. Ah, quand c'est Lidl Trek, ça nous connaît. On a l'impression, je pense qu'on devrait peut-être supporter cette équipe la saison prochaine. On va signer un partenariat dans les prochaines semaines, c'est sûr. Mais voilà, ouais, Mats Pedersen 20e au JO et qui sera sûrement un des principaux acteurs de la saison 2025, à savoir, j'ai vu un peu son planning, hein, il est chargé, il y a les courses d'un jour, il y aura sûrement du grand tour, donc voilà, on verra bien ce qu'il en sera pour Mats Pedersen. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis, merci Tony de m'avoir accompagné. Merci à toi Jesse. Et à la prochaine avec une émission spéciale puisque nous recevrons notre premier invité sur Tous en Selle et on vous laissera découvrir ça évidemment lors de la prochaine. Merci à tous et à la prochaine. Allez, ciao.